C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, saison 2, épisode 2. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, je suis comme toujours accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Comment ça va les boys? Ça va, Ça va bien. Vous êtes-vous remis de Pierre Dorion, monsieur? Ah non, pas encore. Pas encore. Je pense que je suis encore sur un nuage, à vrai dire, d'avoir jasé avec. C'est encore notre highlight. Tu sais, comme on se disait ça, là, on a commencé ça bien tranquille. Vous avez commencé à regarder ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans. Que vous travaillez là-dessus, puis tout ça, puis d'en arriver à avoir une entrevue avec Pierre Dorion, je pense pas qu'on pensait en être là déjà. Là. Exact. Non, c'était notre objectif ultime et on n'y croyait pas. Fait qu'on est bien Fait contents. that's it, on ferme le podcast, c'est fini. C'est La fini. brigade, Ça c'est finit terminé. là. On On a peut fait jamais notre aller job. plus haut que ça. Terminé. Non, moi, c'est surtout particulier que 2 journées avant ou 3, je parlais à mes bénévoles de mon comité d'événements, puis 3 jours après, j'ose sur Zoom avec Pierre Dorion. Là. Le clash était quand même assez important. Sans rien enlever à mes bénévoles, là, mais... Moi, ce qui m'a marqué de Pierre Dorion, c'est comment il est tellement humble comme individu. On lui a dit félicitations pour ton été. Il nous a dit vous me féliciterez plus tard cette année quand on aura gagné des games. Fait que, chapeau à l'homme. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'entourage des sénateurs dans les derniers temps. JP, est-ce que tu nous fais l'honneur de ton warm-up? Bien sûr! Billet Donc, hebdomadaire. je vais commencer avec Tyler Mott. 1 an et 1,35 millions de dollars. Un peu une signature du champ gauche. Hein? On l'avait pas vu venir. Est-ce que c'est pour combler la non-présence d'Alex Formenton? Ça, l'avenir nous dira. Tout porte à croire, hein? Ouais. Ça, est-ce qu'on dit Tyler Mott ou Tyler Motté? Mott. Je pense que c'est Mott. C'est vraiment Mott. Ouais. C'est Mott la mettre top net. Ouais, c'est ça. Tu vois, gars, j'ai pas mes effets spéciaux à venir dans les prochains épisodes. Par la suite, on a eu des PTO en bon anglais, mais des contrats d'essai en français de Derek Brassard et Michael Dalcol. Donc, pour Derek Brassard, autant que pour Tyler Mott, va essayer de se faire une place dans les 12 réguliers des Sens. Puis pour Michael Dalcol, je pense que c'est un contrat à 2 volets qu'il va aller chercher avec Belleville. Par la suite, on a eu un remplaçant pour le A sur le chandail. Après Connor Brown, c'est maintenant, sans surprise, Claude Giroux qui secondera Brady Tkachuk et Thomas Chabot en termes d'assistant capitaine de l'équipe. D'un roue numéro 28 à un autre roue numéro 28. Exact. Ça n'a pas été C'est compliqué. une roue qui tourne. Pas été compliqué. Un autre jeu de mots, un après l'autre. Tournoi des recrues. Que dire que c'est ça. C'était ouais. un voyage à Buffalo, puis ça finit là. Hein? Apparemment, vite, puis on en reparlera, mais apparemment que c'était la première défaite des sénateurs dans un match de tournoi des recrues. Ah oui? Depuis quand? Depuis les 2-3 dernières, depuis que cette espèce de tournoi-là existe. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Shout-out à Lockton qui disait ça aujourd'hui. La liste pour le camp d'entraînement est sortie, donc c'est 59 joueurs, sans évidemment Alex Formenton, qui participeront au camp du 21 septembre au 8 octobre prochain. De ce lot, 33 attaquants, 20 défenseurs et 6 gardiens. Par la suite, le 20 septembre, on a eu l'annonce du retrait du grand et l'unique défenseur format géant, Zdeno Chara, qui aura comptabilisé 1680 parties dans la Ligue nationale, dont 299 dans l'organisation des Sens. Et j'ai pour vous, monsieur, une petite devinette qui, à ce jour, maintenant que Zdeno Chara a pris sa retraite, est le plus grand joueur de la Ligue nationale. Qui est le plus grand en termes de taille? Oui, en termes de taille. Travis Hamonic. Non. J'ai aucune idée. C'est pas un goaler?
Non, c'est pas un goaler. C'est un défenseur aussi. Ah oui, à Edmonton? Non. T'es Pas proche. Edmonton à... Non, oui, c'était dans l'Ouest. Ah, comment il s'appelle? Je vais t'aider, Pascal. C'est Tyler Myers. Tyler Ah, Myers. Oui, avec Là, son 6 pieds. j'ai de l'air 8 intelligent pouces. parce que tu l'as dit, là, mais ouais. Et maintenant, le plus grand joueur de la Ligue nationale. Après Tim Stützle l'année passée, c'est maintenant Brady Tkachuk qui a représenté les Sénateurs au Media Tour à Las Vegas. Et le 20 septembre, il s'est passé beaucoup de choses le 20 septembre. Il y a eu le tournoi de golf de la Fondation des Sénateurs. Donc, tous les joueurs ont en profité pour se lancer la balle et de miser sur qui était le meilleur joueur de golf de l'organisation. Dans un instant, la mise au jeu. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Messieurs, est-ce que vous avez vu les chaussures que portaient Thomas Chabot et Brady Tkachuk au tournoi de golf des Sénateurs? Du tout. Non, tout. j'ai manqué ça. Il y a juste toi pour remarquer ça. Les deux portaient exactement la même chaussure de couleur OK. rouge, noir et blanc. Je trouvais ça, je sais pas si c'était un clin d'œil aux couleurs de l'équipe, puis ils se sont dit c'est notre équipe, fait qu'on va faire. Je sais pas, je trouvais ça. Je sais que vous avez pas remarqué. Ben là, Voilà. je vais aller voir. Scope, Un Brady scoop. Tkachuk et Thomas Chabot portaient les mêmes chaussures. Peut-être un partnership avec Nike. Tous les joueurs de basket, ils ont leurs chaussures. Là. Peut-être les joueurs de hockey vont avoir leurs chaussures aussi. Mais à ce temps que tu me l'as dit, je vais aller voir après l'enregistrement. Je suis curieux. Tyler Mott, c'est certain que, écoute, on parlait de la dernier épisode du nuage de Alex Formenton. Je pense que c'est écrit dans le ciel. Là. La raison qu'on est allé chercher. Je pense qu'on entend quand même des bonnes choses de lui. Les autres partisans nous parlent que c'est un gars qui était aimé, puis c'est un gars qui, oui, il a un peu de talent offensif, mais pas tant que ça, mais c'est un gars qui va se donner à fond, puis qui risque de jouer sur le piqué. Puis... Ouais, c'est ça. C'était plus pour ses capacités défensives. C'est ça. Fait que donc, c'est un peu rejoignable à Alex Formenton, qui est bon aussi en défensive, là, mais... Ouais, j'ai vu des partisans des Rangers assez insultés sur Twitter. Ah ouais? Que les Rangers n'avaient pas signé Tyler Mott. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Ouais, c'est un joueur apprécié, je pense. Mais qui passe inaperçu, tu sais, comme on a eu certains joueurs comme ça. Tu sais, on aimait tous Tyler Ennis, puis on aurait tous aimé ça qu'il y ait peut-être un autre contrat, mettons, parce que tu sais, il nous a marqué, puis il était quand même attachant, mais Ouais, mais... les autres fanbase, tu leur en parles, puis ils vont dire Tyler Ennis, OK, whatever, tu sais. Des fois, il se crée un peu d'attachement avec les fans que dans les autres marchés, tu vois pas, là. Je vous pose des questions, les boys. Est-ce que le fait que Tyler Mott ait un contrat en poche a une longueur d'avance sur, exemple, un Derek Brassard qui a un contrat d'essai ou bien un Red Gregg qui va essayer de tailler une place pour justement combler Alex Formenton vu qu'il n'est pas encore signé? Probablement, je pense que oui. Surtout un gars comme Derek Brassard. Ridley Gregg, je pense que ils vont pas se borderer ils vont pas se borderer de ce contrat-là pour dire, ben, si Ridley performe vraiment, dire, on peut pas te garder vu qu'on a lui. Tu sais, je pense que c'est un contrat qui peut facilement se débarrasser, mais en même temps, c'est une bonne police d'assurance. On souhaite tout qu'il arrive à rien, là, qu'il arrive pas de blessure pendant le camp d'entraînement. Il va en arriver. Il va en arriver, là, à tous les années, là. Puis il y en a déjà, tu sais, ça a pris un tournoi de recrues pour avoir quelques frousses, là. Fait que, c'est ça, faut avoir... ça prend des corps chauds, comme on dit, pour remplir les chandails. Fait que... puis Derek, écoute, tellement un gars qui s'accroche au hockey, veut pas, là. Sa performance veut pas, a descendu pas mal, mais c'est un gars... Le hockey, c'est toute sa vie. Derek Brassard, quand t'entends parler, là, il a juste ça dans la tête, il a juste ça dans la bouche, c'est juste ça qu'il parle. Il connaît tous les joueurs, toutes les équipes. C'est Marc Méthode qui disait quand j'ai une question sur un règlement ou un joueur ou quoi que ce soit, j'appelle Derek, il sait tout, il est au courant de tout. Fait que, tu sais, une dernière chance dans son patelin. Il y a encore du gaz? Je pense qu'il y a encore du gaz. Y croyez-vous? Y croyez-vous qu'il va avoir un contrat avec les Sens? Tu sais, mettons, Dylan Gambrell ou ben Derek Brassard? Dylan Gambrell a déjà un contrat. Ouais, mais je veux dire que si, mettons, exemple, là, on parle pour parler, là. Tyler Mott se retrouve à gauche au 3e trio. Le 4e trio, actuellement, là, si on regarde la formation des Sens, c'est Kelly, Gambrell puis Watson.
Est-ce que, mettons, Daniel Brassard pourrait, avec un contrat 1 an, 900 000, exemple, devenir le 13e attaquant de l'équipe, puis forcer la main à DJ Smith de l'employer comme 4e centre, puis de mettre Kimbrel comme 13e. Mais quand Derek Brassard a quitté les Sénateurs d'Ottawa, il n'y a pas eu des propos à l'égard de l'équipe, il n'y a pas eu des controverses un petit peu? Ça vous dit quelque chose, ça? Non, ça me dit rien. C'était une équipe complètement différente. T'sais, il ne reste plus personne de cette gang-là. Puis il y avait des problèmes un peu dans cette équipe-là, veut pas, là. Fait que ce que Derek faisait partie de ça, lui s'est-tu ramassé un peu à l'écart de la gang principale qui était la gang Carlson, si on veut, là. On se rappelle qu'il s'était pogné avec Carlson pendant les playoffs, puis finalement, ça avait fini avec le plus beau but des séries. Un des plus beaux buts. Mon Derek qui saute sur Carlson, qui peut-être il a pété une coupe d'os, qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de s'en remettre encore. Mais personne qui a forcé la main à signer un contrat un PTO. Là. Moi, honnêtement, j'aimerais ça. S'il est ici, c'est parce que si on lui donne un contrat, il joue, là, puis il va être fou comme un baleine. La dernière chance. Ouais, c'est ça. Contrat de dernière chance. Claude Giroux qui porte le A cette année, est-ce que ça vous surprend? Du tout. Ça a bien fait. Right? On n'a pas eu besoin de l'enlever à personne. Ben, l'année passée, c'est pas mal Nick Holden qui avait fini la saison avec. Oui, à la fin de la saison, c'est vrai. Fait que je me disais peut-être qu'ils vont y aller avec 3 assistants, un capitaine, alterner Giroux Holden, mais non. Ouais. Non, je pense que ça faisait partie du plan de Pierre depuis le début. Si j'amène Giroux, son rôle, il est évident. Ah oui, c'est clair. C'est un leader. Écoute, un gars qui a été capitaine quasiment toute sa vie. Bon de sa part aussi de dire je viens pas ici voler le show. Puis si je me rappelle, c'était un peu vraiment ce que notre ami Phil Ryan avait dit, quand il disait si Brady appelle, puis là, Giroux, il dit je m'en viens ici, je viens jouer pour vous autres, puis avec vous autres, puis je viens pas ici être le boss, puis je viens pas ici prendre toute la place, puis Brady, c'est ton équipe, c'est votre équipe, les boys, Thomas Chabot, c'est ton équipe. C'est une bonne humilité, je trouve. Des gars qui ont été habitués d'être la star toute leur vie. Mais je vois Giroux un peu comme un anti-star. Ouais, c'est pas le plus flashy, là. Ouais, mais il y a jamais personne qui a dit t'es le premier show overall cette année, tu vas être une star, là, tu sais. Non. Ça a été du travail toute sa vie. Fait que, tu sais, c'est pas comme le fameux numéro 51 du Kraken de Seattle, là. Shane Wright. C'est pas comme la saga Shane Wright cette année, là. T'sais, je pense que c'est un gars qui a quand même toujours eu de l'humilité, puis... Est-ce qu'on refait le débat Chara versus Redden? Oh. Est-ce qu'on remonte jusque-là? Ça a été... vous rappelez-vous de cette période-là? Moi, j'étais quelque chose, content qu'on garde Redden dans le temps. Oui, on disait, tu sais, Chara, oui, mais on voulait garder les deux, c'était ça. C'était clair et net qu'on voulait garder les deux, puis j'utilise souvent cet exemple-là comme un des exemples des premières... Tu sais, les Sénateurs ont été une des premières équipes vraiment affectées par le plafond salarial. Où est-ce qu'ils sont arrivés, il a fallu qu'ils fassent des choix. Tu pouvais pas signer tout le monde, tu pouvais pas garder tout le monde. Il fallait que tu fasses des choix difficiles. Ils ont essayé... aujourd'hui, avec les années, on a appris des histoires là, que l'échange de Marian Hossa, des choses comme ça, ça avait pas... ça avait brisé la relation un peu avec Chara. Parce qu'apparemment, qu'il avait offert à Redden. Écoute, si Redden avait dit si on reste tous les deux, qu'on prend, je pense dans le temps, il parlait de 8 millions. Si on prend ça, les deux, ils peuvent nous garder les deux. Puis Chara a dit non, moi je vais sur le marché, puis je vais chercher le max. Ouais. Ça demeure une business avant tout. Hein? C'est ça. Mais puis non seulement ça demeure une business, mais c'est ce qu'on se rend compte. Puis ça, on le sait pas tout de suite. Souvent, on se dit, c'est quoi ça, cet échange-là? C'est quoi ce move-là? Mais, tu sais, c'est des humains, puis c'est des relations humaines, puis il n'y a pas juste les chiffres, là. Puis, des fois, il y a des décisions qui sont prises qui font, envers des joueurs, qui font mal à certains autres joueurs, puis qui brisent le lien, tu sais. Puis, t'auras beau arriver avec le chiffre que tu veux, le joueur, c'est fini, la relation est brisée, il ne veut plus rien savoir. On en a assez vu à Ottawa, je pense. Avec les années, on a eu des bons exemples. Fait que oui, c'est une business, mais en même temps, le facteur humain est très présent. Et tu dis ça, puis je pense à Jean-Gabriel Pajot quand il nous racontait comment il se sentait dans ses derniers temps en négociation avec l'équipe, qui vomissait, qui dormait pas. Puis Pierre Dorion qui nous l'a dit aussi. Jean-Gabriel Pajot, ça a été difficile. Tout ça pour dire que Zdeno Chara, ça a été tout un athlète. Hein?
Hey, 1680 parties. Ça fait de la game de hockey, pas rien qu'un peu. Puis je suis allé voir ses statistiques, là. Il a commencé en 97. On est en 2022. C'est quand même ironique qu'il ait pris sa retraite la même journée que Piquet Souban. Évidemment, Piquet Souban est tellement plus jeune que Dino Chara. Ouais. Puis Subban a toujours été dans l'ombre d'une vedette des Sénateurs. Il est dans l'ombre de Carlson, il est dans l'ombre de Chara. Clairement. Puis, pour ce que Chara a fait pour Charlie McAvoy à Boston, puis là, que l'année passée, il a fait la même chose avec Noah Dobson à Islanders. L'empreinte que Chara a faite sur ces deux gars-là, ça va être incroyable, là. McAvoy va devenir un défenseur exceptionnel à Boston, puis Noah Dobson aussi à Long Island. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Marc-Olivier Poulain. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Il a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport, dont près de 5 ans avec les Sénateurs d'Ottawa. Marc-Olivier Poulain, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va super bien, vous? Yes. Tu passes un bel été? Oui, j'ai bien profité. Beaucoup de golf, beaucoup de temps avec mon petit bébé, beaucoup de vélo. Donc, un bel été, mais c'est pas encore fini. Il reste encore, à ce jour, une journée à l'été. Fait qu'on va essayer d'en profiter demain. Comment ça te frisquait, par exemple? Ouais. Marco, les Sénateurs se sont un peu réveillés cette année. À date, on dirait. Entre autres, on a pu remarquer qu'ils ont fait appel aux partisans pour une première fois depuis longtemps. Dans un événement de lancement qui a eu lieu quelques semaines passées, 5 partisans sur Twitter ont pu être invités à assister à l'événement. Il y a eu des annonces sur l'affaire. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Moi, je pense que c'est plus que les partisans. C'était quand même des influenceurs. Oui, tout à fait. Des gens qui ont une certaine portée sur Twitter ou les autres médias sociaux qui ont pu être invités. Des gens de longue date, là, certains noms qu'on a déjà entendus à plusieurs reprises dans le passé. Je trouve que ça fait du bien. Lors de mes années avec les Sénateurs, on n'avait pas ce genre d'invitation pour ces personnes-là qui se passaient. C'était seulement les médias traditionnels. Donc, on voit qu'on sort de la portée médiatique traditionnelle, donc la radio, les journaux, la télé. On s'en va aussi sur les médias sociaux avec des influenceurs. Il avait commencé dans le temps que j'étais là chez les Sénateurs pour certains événements d'inviter des influenceurs types, mais c'était vraiment plus marketing. Là, on est, comme tu le mentionnes, JP, dans un monde où est-ce que c'est des fans, c'est des partisans, puis qui ont une certaine influence sur d'autres partisans des Sénateurs. Donc, c'est seulement du positif, je crois. Ça va permettre à l'équipe d'aller avoir un certain reach, une portée, donc, sur les médias sociaux plus grands. Je pense aussi que ça fait du bien parce que c'est un événement qu'on n'avait pas vu à cause de la pandémie les 2 dernières années. Même l'année avant, ça n'avait pas tant eu lieu, cet événement-là. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, un événement comme ça, c'était en 2018, je me rappelle bien, avec les Sénateurs, où est-ce que justement on avait annoncé aussi la nouvelle nourriture dans le temps, une nouvelle concession alimentaire, tout ce qui allait se passer durant les matchs. On a refait de la même chose, la même petite recette encore une fois, présenter justement le logo du 30e anniversaire, je crois aussi à cet événement-là, plusieurs annonces concernant l'expérience client, donc les améliorations, la nouvelle nourriture aussi. Mais ce qu'on a vu de différent comparé aux événements du passé, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été invités. On en a même profité pour annoncer le contrat de Tim Stützle, ce qui est vraiment marquant, je pense, puis qu'on voit encore plus le rapport conjoint entre le département hockey et le département administratif, ce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu chez l'équipe. Puis oui, on en a fait un événement, justement, comme tu disais, que le contrat de Tim Stützle, on avait Alex DeBrincat qui était là en conférence de presse, en entrevue, en un genre de Q&A. T'as parlé de la nouvelle nourriture. Est-ce qu'un de vous deux va goûter à la poutine rouge, jaune et noir? Pas moi, en tout cas. Je suis pas convaincu. Pas très attrayant. C'est pas clair, hein? Non, moi, je vais m'en tenir au Egg Roll Golden Palace. Ça, c'est toujours gagnant. Puis ça, faut que ça reste. Puis t'as parlé du logo du 30e anniversaire. 30e logo qui rappelle le logo original qui avait été conçu quand on avait voulu ramener les Sénateurs à Ottawa en 1980. Bon, je vais dire 92, mais ça a dû être un peu avant. Pensez quoi de ce rappel, justement? Je trouve que c'est un beau logo. Ils l'ont pas encore beaucoup mis de l'avant. On l'a vu à sorti l'événement. Depuis ce temps-là, on a vu, par exemple, ils ont fait la patinoire, ils ont mis la glace, la nouvelle peinture, ils ont fait une publication sur les médias sociaux. On n'a pas vu ce logo-là apparaître sur la glace. On l'a pas vu sur les chandails des joueurs jusqu'à présent. Ça peut changer. Je pense pas que ça soit le cas en pré-saison, mais ça pourrait être une nouvelle qu'ils vont nous faire pour le premier match de la saison, par exemple. On sait pas encore.
On va voir. Le logo est beau, bien fait. Je ne sais pas si c'est une agence marketing ou bien ça vient 100% du département marketing des Sénateurs, mais on voit que ça rappelle l'origine, si on veut, du club, quand il est arrivé en 92-93, comme tu mentionnes, JP. Et aussi, on voyait justement avec le centre du logo, le OTT qui venait apparaître. Donc, ça allait chercher, je trouve, si on veut, de belles façons de se rappeler les bonnes années des Sénateurs, de se rappeler justement la genèse de l'équipe, là, si on veut. J'ai hâte de voir si on n'utilisera pas ce logo-là pour promouvoir le nouveau chandail Reverse Retro. Je sais pas si on va faire le lien entre ce logo-là et le nouveau chandail, là. Ça se pourrait très, très, très bien. Je sais qu'il n'y a pas personne qui en a parlé, aucune des équipes de la Ligue. Je ne sais pas c'est quand les annonces officielles pour ces chandails-là. Mais comme tu mentionnes, ça pourrait être bien. L'annonce va être le 20 octobre. Le 19 octobre, on va dévoiler un teaser, puis le 20 octobre, les chandails vont être dévoilés. Toutes les équipes de la Ligue en même temps, je crois bien. C'est ce que j'ai vu d'une source que je ne sais pas si elle est fiable, mais elle semblait dire que c'était ça. Non, je pense que j'espère qu'on va trouver une façon de l'utiliser. Il faut. J'étais là avec l'équipe lors du 25e anniversaire. Le logo du 25e, honnêtement, je pense qu'il était moins beau que le logo du 30e, ça c'est sûr et certain. Mais il avait trouvé un moyen de l'utiliser partout. Là. Il était excessivement présent. Ce qu'on ne voit pas à présent avec le logo du 30e, mais bien entendu, un 25e, un quart de siècle, c'est plus gros aussi à fêter qu'un 30e anniversaire, mais on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai comme l'impression que le Reverse Retro, JP, comme tu dis, ne sera peut-être pas le chandail avec le logo de la Tour de la Paix, mais qu'il va peut-être y avoir un chandail spécial pour le 30e anniversaire, justement. Je m'attends à 2 chandails. Oh. Je suis peut-être optimiste et ambitieux, là, mais si je suis Sénateur, je vais aller. Ouais, mais je peux peut-être pas avec une certitude à 100%, mais proche que ça sera pas le cas, malheureusement. Mais tu penses pas que... Non, pas du tout. Pas avec les Sens, pas avec... quantité d'employés qu'ils ont en ce moment sont encore, comme on dit, avec, je peux me permettre l'anglicisme, short staff dans beaucoup de départements. Donc, ça ne se repassera pas cette année, je crois. Dans l'événement dont on parle depuis tantôt, il y a eu à peu près... En fait, il y a eu 0 initiative quelconque qui touche la communauté francophone de côté de Gatineau, etc. T'en as pensé quoi? Ben, c'est sûr, à toutes les fois que je vois ça, je suis déçu, mais je suis pas surpris. Une initiative francophone, autant si on veut toucher les amateurs ou les partisans de l'équipe en général, là, donc je parle ici de l'Outaouais, mais aussi de l'Est ontarien, on peut aller des partisans dans le Nord-Ouest ontarien, mais le plus important où ce que ça se situe, c'est vraiment le grand marché de la capitale nationale, donc c'est l'Est ontarien et Gatineau, Outaouais. Toujours rien, il faut que ça fasse, par contre, il ne faut pas que ça soit des événements isolés, ça c'est sûr et certain, il faut que ça fasse partie d'une stratégie globale, ça fait longtemps que je le dis, on a parlé l'an passé. Toujours rien qui est mis en place, même un article qui a été fait dans le droit à ce sujet-là, où Anthony Leblanc a touché que oui, il faut qu'il en fasse plus, mais toujours rien qui se passe, là. Moi, c'est comme je vois toujours les Sénateurs que le marché francophone, c'est la poule avant l'œuf, qui est-ce qui vient en premier? Donc, est-ce que les Sénateurs sont prêts à investir de l'argent parce qu'il y a des fans qui viennent, ou est-ce qu'ils veulent que les fans viennent pour investir de l'argent? C'est souvent ça le débat. Encore une fois, il n'y a rien qui est fait, puis cette année, en plus, ils ont 3 outils merveilleux. Ils ont Thomas Chabot, qui est déjà en place, qui est déjà depuis quelques années, qui a une grande portée dans le marché québécois, étant donné qu'aussi il s'entraîne à Québec tout l'été, il réside dans ce coin-là. On a Mathieu Joseph qui vient justement du coin, dans le sens qu'il vient de la rive sud de Montréal, oui. Je ne me trompe pas, ou de la rive ouest de Montréal. Il y a de la famille qui est à Gatineau, son oncle, puis il y a de la famille qui vient de pas trop loin, même pas 2 heures de route. Et on a en plus de ça, la cerise sur le Sunday, un Claude Giroux qui a joué son hockey junior à Gatineau, qui a passé la grande majorité de son adolescence et de sa jeunesse à Ottawa, à Orléans, pour être plus précis. Donc oui, on a utilisé Giroux, mais on a utilisé Giroux dans un cadre anglophone, dans des événements globaux. Donc peut-être qu'il y a eu des questions qui ont été posées en français, mais c'est pas venu dans une initiative où est-ce qu'on a mis de l'avant le fait qu'il a joué pour les Olympiques, par exemple. Quand il est arrivé, on a eu son vidéo pour promouvoir Claude Giroux qui arrive avec les Sénateurs. Puis dans cette vidéo-là d'une minute 30, d'une minute 45, on a eu peut-être 4 secondes de clip de lui dans un chandail des Olympiques de Gatineau. C'est juste ça en partant. Oui. Pour moi, c'est un peu maladroit. Il aurait dû avoir pas mal plus que ça. Dans le sens que sa carrière qui a passé ici, il y a eu un impact majeur sur la région. Il a ramené une coupe du président. On aurait dû mettre ça de l'avant. On n'a pas utilisé ça aussi. Mais ça revient toujours aux mêmes choses. Il faut qu'il y ait une stratégie d'ensemble qui va se faire. Donc,
Il y a des événements isolés, on le voit ce temps-ci, beaucoup de promotions sur les médias sociaux en français, on appelle ça des publications payées, mais c'est isolé. C'est, encore une fois, on vient juste chercher le côté billet unitaire. Il manque, si on veut, la pièce maîtresse en tout ça, une grande décision qui se fait. Puis je pense que dans l'organisation, il faut que ça vienne d'une personne francophile, pas obligé qu'elle soit francophone, mais une personne qui va comprendre l'importance du marché francophone, comme l'a si bien fait au SEC depuis le départ. Puis tu me dis si je me trompe, mais il y a une partie de moi qui comprend que le lien entre les partisans et l'équipe était quand même brisé depuis quelques saisons. Fait que, en premier lieu, les sénateurs doivent rétablir ce lien-là avec leurs partisans en général. Fait qu'il y a une partie de moi qui comprend comment le marché francophone n'est pas la priorité en ce moment-là. On peut parler même dans un état d'esprit capitaliste où est-ce que le but, c'est de faire de l'argent, de faire des revenus. Il y a une opportunité qui se présente pour les sénateurs dans le marché francophone. Exact. Par contre, c'est pas une opportunité de court terme. Faut pas qu'ils voient, ça a toujours été l'erreur, le marché francophone, que on fait un investissement, il faut qu'on voit notre retour sur investissement cette année. Le retour investissement va se faire, mais ça peut prendre 3, 4, 5, 6 ans avant de voir un gros retour sur investissement qui va provenir du marché francophone. Les sénateurs, je l'ai toujours dit, je vais le répéter, ont beaucoup plus d'amour à donner au marché francophone qu'en au marché anglophone par rapport aux initiatives qu'ils peuvent faire. Étant donné qu'ils veulent davantage attirer ces fans-là, puis ils veulent pas pour les attirer, eux autres, les gens de Gatineau, par exemple, ou même les gens de l'Est-Ontarien qui sont loin de l'aréna, ils veulent se sentir aimés davantage, ils veulent se sentir appréciés, ils veulent sentir qu'on les écoute. Puis ça n'a pas été fait depuis plusieurs années avec eux. Mais tu sais, même les je sais pas c'est quoi le nom spécifique là, de la petite tournée canadienne Tower là, qui... la tournée chez nous. Avant, c'était la tournée chez nous. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Okay. Cette année, elle n'a pas de nom en français, c'est Rally ou quelque chose. Okay. Mais tout ça pour dire qu'ils ne traversent même pas le pont pour franchir... venir à Gatineau. Ils sont... la ville sort pas de la ville d'Ottawa, j'ai l'impression. Non, je pense que le plus loin, c'est on s'en va à Orléans, dans l'Est, mais c'est ça. C'est exact, c'est le plus loin. Tandis que dans le passé, cette tournée-là arrêtait à Buckingham, Hull et Elmer, du côté de Gatineau. Ça arrêtait même plus loin. On allait du côté de Perkins, je pense. On allait loin. On allait à Castleman aussi. Donc, ça sortait très, très loin, cette tournée-là, dans le passé. C'était pas, selon moi, le plus gros hit. Il aurait fallu qu'il fasse plus de promotion du côté francophone quand il venait, mais... Au moins, il allait. Ouais, c'est ça. Ça l'aidait à venir grandir le sentiment d'appartenance avec le club, faire grandir l'engouement des fans francophones, des partisans francophones avant le début de la saison. Jean-Gabriel Pajot était toujours présent dans le passé. On avait un Derek Brassard, justement, l'année qui était là avec le club. On a des joueurs anglophones, quand même, des bons prospects, qu'on pourrait dire, qui s'étaient présentés à ces événements-là. Puis ça aidait. Encore une fois, c'était pas là pour avoir un retour sur investissement immédiat, mais c'était là pour créer de l'engouement. Par contre, ce qui se passe, JP, puis je peux pas trop rentrer dans les précisions, j'ai pas les réponses à ça, mais je crois qu'il y a aussi une facette de commandite qu'on connaît pas là-dedans, étant donné que s'ils vont pas du côté du Québec, peut-être qu'avec les contrats qu'ils ont avec Canadian Tire, ça a changé, ça a été renouvelé l'an passé, ce contrat-là. Peut-être qu'il y a moins d'impact avec les Canadian Tire du côté du Québec, je sais pas comment ça a été divisé, dans le passé, ils étaient présents dans le contrat, est-ce qu'ils sont encore? Je peux pas le dire, par contre. Il y a le petit camion de promotion aussi qui s'est pas promené du tout du côté québécois. Dans les festivals, par exemple, le Festival des Montgolfières, qui est le plus gros de la région. On aurait même pu aller viser les plus jeunes avec Riverside, qui est un festival de musique électronique à Gatineau. Les Grands Feux, par contre, là, on a quand même une mixité de gens qui viennent d'Ottawa et qui viennent de Gatineau, mais encore une fois, c'est en sol québécois. Il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Puis il y a plein d'autres festivals franco-ontariens aussi qui ont eu lieu cet été, qui n'ont pas été du tout. Fait que je trouve ça plate. Mais encore une fois, il faut que ça vienne de plus haut dans l'organisation. C'est ça, mais en plus, c'est des petites initiatives qui coûtent pas grand-chose à faire. Puis ils réussissent même pas à prendre la balle au bon là, pour le faire. C'est ça que je trouve ça plate. Là. Parce qu'il faut aussi qu'ils le fassent bien. Dans le passé, je pense qu'ils ont essayé de le faire, mais ils le faisaient pas bien, dans le sens qu'ils envoyaient exactement ce camion-là, mais il n'y avait pas une personne dans l'équipe qui parlait français. Donc, c'est comme un peu un coup d'épée dans l'eau quand on fait ça. Faut que tu t'assures d'avoir... Pas obligé que tout le monde parle français sur ton staff, sur ton équipe. Qu'au moins que si vous êtes 6-7, qu'il y en ait 3-4 qui soient capables de se débrouiller en français si vous allez à Gatineau ou si vous allez à Perkins ou à Castleman, par exemple. Effectivement.
Au minimum, tu mets Spider Cat puis il fait des mimes, tout le monde se comprend. Là. Exact. Marco, au-delà du marché francophone, il y a des nouveautés qui s'en viennent avec les sénateurs, point de vue commanditaire, etc. Tu veux nous en parler? Oui, ben il y a plusieurs nouveautés intéressantes cette année. Il y en a une qui est à travers la Ligue nationale. Vous allez le voir certainement, je pense pas en pré-saison, mais dans les matchs saison régulière. Donc, les matchs qui vont être à la télé maintenant, ce que vous allez voir comme commanditaire sur les bandes, ça ne sera pas nécessairement les mêmes que les gens vont voir dans l'aréna. Donc, les clubs avaient le choix un peu d'avoir certaines divisions. Il y en a qui peuvent avoir des dominations complètes des équipes. Donc, la bande, ça peut être un logo, une compagnie. Ils peuvent diviser ça en deux à la ligne rouge. Selon mes sources, les sénateurs, ce qui vont se passer, c'est que entre les deux lignes bleues, ça devrait être deux compagnies. Donc, un côté de la ligne rouge, une compagnie, de l'autre côté, l'autre. Donc, une grosse domination de deux entreprises. Puis, dans les coins, les commanditaires qui vont être là, ça va être la même superficie qui ont des bandes dans l'aréna. Donc, ça va être vraiment une superficie de bande normale. Et les gens qui vont être dans l'aréna, eux autres, ne voient pas ça. On va voir des bandes traditionnelles qui sont affichées, si on veut, les bandes. Mais j'ai la misère à comprendre. Ils vont juxtaposer un nouveau logo d'entreprise sur lui qui est dans l'aréna. Exactement. Donc, Okay. c'est pour avoir la visibilité seulement à l'écran. Je ne sais pas si ça va être tous les matchs. J'ai pas encore vu la confirmation de ça. Peut-être que c'est juste les matchs à portée nationale. Exemple, ce qui va se passer à CBC, Sportsnet, TVA Sport. Ou peut-être aussi ça va être TSN, RDS. J'ai pas encore les confirmations de ça. Mais je sais qu'il va y avoir beaucoup de matchs comme ça cette année, où est-ce que le but, c'est de donner la visibilité à des grandes entreprises qui vont avoir un impact, si on veut, plus grand seulement à la télévision. Ça, c'est les sénateurs qui... Toutes les équipes de la Ligue vont avoir cette opportunité-là cette année. Oui, je sais. Mais c'est les sénateurs qui récoltent l'argent de ces commanditaires-là ou c'est le réseau de télévision? Ça va dépendre. Si on est dans un cadre, comme je disais, de publicité nationale, télévisuelle, ça se peut qu'ils donnent l'opportunité aux sénateurs d'avoir certaines marques là-dessus. Si c'est des matchs qui sont TSN, RDS, donc on rentre dans le partenariat avec Bell Media que les sénateurs ont. Donc, de ce côté-là, par contre, ça va être vraiment l'argent pour les sénateurs. Et aussi, vous ne voulez pas à TSN, RDS, par exemple, mais la majorité, c'est les revenus des commanditaires des sénateurs. Moi, ça me fait surtout à halluciner comment c'est rendu incroyable la façon de placer des commanditaires soit dans l'arena, soit sur les chandails de l'équipe, soit sur tous les équipements possibles. C'est rendu, tu sais, une formalité en 2022, là, mais je trouve que c'est révolutionnaire à cette heure de constater ça. Non? On l'a vu durant la pandémie, ils ont essayé des nouvelles choses. On avait des logos, si vous vous rappelez, qui étaient dans le bas de la baie vitrée. Il y avait personne en arrière qui pouvait voir. Ils ont essayé plein de nouvelles choses. Des logos sur les casques, c'est arrivé dans la pandémie. Il fallait qu'ils trouvent des moyens d'aller chercher du revenu qu'ils avaient perdu, eux veulent pas. Donc, ils ont essayé. Les logos sur les bandes, comme ça, la première fois qu'on a vu ça, c'est lors de la Coupe du Monde en 2016. C'était le premier test qui avait été fait. Si vous vous rappelez à l'époque, c'était exemple Tim Horton qui prenait la bande au complet durant le match pendant que les joueurs jouaient. C'était un logo qui prenait le tour de la bande. Donc, ça a été le test qu'ils ont fait. Puis ça a pris du temps avant que ça soit, comme on le voit cette année, ça va être implanté en fait au travers de la ligue. Tu as parlé de logos sur les chandails. Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur ce niveau-là? Les sénateurs sont toujours à la recherche d'un commanditaire. On en avait discuté l'an passé, par exemple, du logo pour le casque. C'est un peu la même histoire qui va se répéter. Les Sens, c'est pas le Canadien, c'est pas les Maple Leafs de Toronto. C'est difficile à y trouver un gros nom qui va dépenser une grande somme. Ouais, c'est ça. On a vu Milk qui est sorti aujourd'hui avec les Leafs. On a vu RBC qui a fait les manchettes avec les Canadiens de Montréal. C'est difficile, c'est pas une petite somme. Pour les Canadiens, ils parlent environ du 4 millions par année, 5 qui ont été cherchés avec RBC. C'est, selon les sources, c'est pas à 100% confirmé. Du côté des sénateurs, pour les deux chandails, on parle plus du 1,5 à 2 millions environ pour la saison complète, pour avoir les chandails à domicile, les chandails sur la route. Encore une fois, ça reste qu'il faut trouver justement ce nouveau commanditaire-là qui va investir. Ce qui va sûrement se passer. Et sur le reverse rétro et sur le spécial 30e anniversaire. Ouais, non, ça par contre, je sais pas si ça va être le cas. Là. On va commencer avec les deux chandails, mais ça reste selon moi, ça va revenir à une histoire que peut-être qu'ils vont pas avoir personne, ou ils vont peut-être trouver un commanditaire pour seulement un des deux chandails. L'autre, d'après moi, ils vont réussir à le vendre à un de leurs commanditaires actuels. Exemple un Dell, exemple un Molson, un Canadian Tire, un Tim Hortons. Donc, aller chercher un peu de revenus supplémentaires, si on veut, d'un commanditaire qui est déjà présent, puis peut-être pas lui charger le même prix pour avoir cette visibilité-là avec nous. C'est ce que j'allais demander, là, savoir si ça allait être un nouveau commanditaire sur le chandail ou bien un commanditaire actuel qui va juste profiter de l'occasion de remettre un logo
à un autre endroit. Là. Selon ce que je sais, là, les sénateurs actuellement, veulent pas, comme l'an passé, le logo sur le casque, cherchent activement un nouveau commanditaire, mais du même coup, c'est difficile à trouver. Comme je mentionnais, c'est pas facile, donc le club essaye très très fort. Ils ont annoncé aujourd'hui aussi, pas aujourd'hui, mais je sais pas si c'était aujourd'hui durant le tournoi de golf cette semaine, mais pour le casque, même chose, ça va probablement changer cette année. On avait le fameux Bet99 l'an passé pour un chandail, Canadian Tire sur l'autre. Est-ce que ça va être le cas encore cette année? Je sais pas, JP, si tu avais des échos de ça. Je crois que tu avais vu parmi les tweets de Ian Mendes. Oui, il y a Anthony Leblanc qui a dit pendant le tournoi de golf des sénateurs que il ne semble pas qu'il va y avoir un logo sur le chandail pour commencer la saison, mais qu'il travaille de très près avec des commanditaires potentiels. Cependant, le logo sur le casque s'en vient bientôt et devrait être là pour débuter la saison régulière. C'est bientôt, ça. Fait qu'on espère qu'ils vont trouver ça dans les prochains... un peu moins d'un mois. Hein? On parle du 14 octobre, je me rappelle bien, le premier match de la saison, 18 à domicile. Donc, exact. Il reste pas grand temps, comme on dit, pour trouver ce commanditaire-là. On va voir ce qui va arriver. De ton avis d'expert, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à être de plus en plus présent ou qui pourrait s'effacer graduellement, éventuellement, un petit peu? Ça s'effacera pas. Comme on dit, façon de parler, les commanditaires sont rendus présents, l'argent est arrivé, le mouton est dans la bergerie, dans le sens que actuellement, les clubs se font de l'argent avec ça, c'est rentré, ça va pas s'effacer. Pourquoi les clubs, surtout les joueurs, hein? Faut pas oublier que les joueurs vont avoir 50% du revenu partagé de tout ça aussi à la fin. Si on parle de la NBA, jusqu'à tout récemment, c'est des centaines de millions qui divisaient entre les joueurs et les propriétaires pour les logos sur les chandails. Là. Juste pour les logos pour les chandails. Donc, pourquoi est-ce que les joueurs iraient dire non? Pourquoi est-ce que les propriétaires diraient non? Encore une fois, ça revient au capitalisme nord-américain, ou est-ce qu'on rentre dans un monde où est-ce que faut qu'ils continuent à faire l'argent, puis où est-ce que ça va s'arrêter? Il y a des clubs qui ont dit non, il y en a un qui a dit non. C'est les Oilers d'Edmonton, jusqu'à présent, qui veulent pas, ils ont dit non, on veut pas toucher. Ils veulent pas avoir de logo sur leur chandail. Je me réimagine la même chose d'un Canadien, par exemple. C'est pas arrivé. Je suis un petit peu déçu. Même si on va comparer ça, par exemple, au baseball, le jour où on va avoir un logo sur l'uniforme des Yankees de New York, ça va être encore plus gros scandale que le chandail du Canadien de Montréal. C'est un uniforme iconique. Ils n'ont même pas leur nom en arrière. Je pense pas qu'on verrait ça. J'aurais pensé que le Canadien aurait peut-être dit non. Sénateurs, c'est sûr que les clubs qui ont moins d'histoire, là, les Sénateurs, Hurricanes de la Caroline, Tampa Bay, Arizona, peu importe, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir besoin de ce revenu-là en partie, même avant qu'il soit partagé à travers la Ligue, juste le revenu qu'eux autres vont garder de ça, c'est significatif pour eux, pour l'organisation. Donc, c'est sûr et certain que je verrais pas ça mourir ou disparaître dans les prochaines années. Ça va peut-être même avoir tendance à grandir. Jusque où, je sais pas. Les joueurs sont déjà excessivement affichés. On parle juste les équipementiers de la Ligue nationale. Il y a un logo quand même, là, que ça soit CCM, que ça soit Bauer sur les culottes des joueurs. Il y a un logo qui est présent. Ça reste de la publicité pour cette compagnie-là. Là. Même si c'est ce qu'ils portent, c'est de marque CCM ou Bauer, par exemple, mais ça reste une publicité. Les bâtons, on veut pas, il y a des marques partout. Les gants, c'est déjà des marques. Ça aussi, c'est de la commandite aussi. On veut pas, là, ils payent pour ça. Là. Donc, ça va pas s'arrêter, selon moi, de sitôt. Mais je pense pas que la Ligue nationale va être la première ligue à grandir. Elle va suivre ce que les autres font. Comme elle a suivi la NBA, qui a commencé déjà depuis 4 ans à avoir le logo sur le chandail. On va voir c'est quoi la prochaine étape, par exemple, pour la NBA. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'il va y avoir d'autres commanditaires. Mais on le voit déjà, puis on vient d'en discuter. Dans un match de hockey, c'est rendu excessivement présent dans la commandite. J'ai entendu parler justement dans un autre podcast, quand tu viens payer ton billet, tu vas payer ton billet de 200$, tu rentres, mais en plus de payer ton billet, c'est comme si tu te fais revendre une deuxième fois. Fait que tu te fais revendre tes impressions que tu vas donner aux autres entreprises. Fait que veux pas l'équipe, là, en ce moment, est en train de faire de l'argent avec toi parce que tu dépenses pour rentrer dans le match, mais en plus de ça, elle se fait de l'argent parce qu'elle utilise tes yeux pour les revendre à des entreprises, les impressions que ça va leur donner visuelles par la suite. Puis les équipes de la Ligue nationale le font bien. Comme on dit l'expression en bon québécois, c'est pas du stock de junior, tu t'en vas dans un aréna junior, c'est un peu éparpillé partout, tu sais pas trop regarder, c'est pas trop clair, tu sais pas quelle marque est où. Les Ligues nationales réussissent quand même à bien s'en tenir dans un certain cadre, c'est professionnel, c'est bien montré, mais ça reste que
tout ce qu'ils peuvent vendre, ils vont réussir à le vendre. Ça, c'est sûr et certain. Les Zamboni, les contre-marches dans l'aréna, tout est vendable de nos jours. Question de la fin. Vous deux, dans vos cœurs de partisans de général, est-ce que ça vous choque un logo sur un chandail de hockey? Non. Non, pour moi, en 2022, je pense que c'est rendu une formalité. J'espère juste pas qu'un jour, on va se rendre au même niveau qu'en Europe, où que c'est les culottes, les chandails, mais c'est garni pas à peu près sur de commanditaires. Pour moi, je pense que c'est la réalité, c'est 2022. Puis, comme Marco a dit, tout a une place pour faire de l'argent, puis c'est une business. Donc, c'est bien normal qu'un jour, ça en arrive là. Mais j'espère juste pas qu'on en devienne à en virer comme en Europe, là. Est-ce que tu crois qu'il y a des équipes, par contre, JP, puis je vais te relancer là-dessus, qui ne devraient pas avoir, comme les Oilers l'ont fait en refusant d'avoir un logo, est-ce que tu crois que des équipes, c'est un nom, c'est un persona non grata, tu veux pas toucher à ces chandails-là? Ben, c'était libre à chaque équipe, mais si je me dis que le Canadien de Montréal, qui est l'équipe la plus prestigieuse, on va dire, de la Ligue nationale, a accepté de le faire, je pense que n'importe qui peut le faire. Je pense pas que le baseball majeur un jour ou prochainement va en venir là, parce que je pense que c'est la Ligue qui va mieux financièrement. Donc j'ai très hâte de voir si les Yankees un jour vont avoir un commanditaire sur leur chandail, mais non, moi ça me fait pas plus effet que ça. Puis j'espère juste pas que ce soit ça va être délicat, là. Ça sera pas tu sais, lui des Maple Leafs, Milk, il est blanc sur un chandail bleu, blanc et bleu, ben ça se fond bien, là. Canadien, RBC, bleu et jaune avec le rouge et bleu, ça pogne dans le chandail, là. C'est un bon point que tu amènes là, parce que ça, les équipes ont quand même un pouvoir là-dessus. Les Leafs ont bien joué leur carte, parce que Milk aurait pu imposer certains critères, comme RBC l'a fait aux Canadiens. RBC a clairement dit aux Canadiens de Montréal, ben vous ne touchez pas à notre logo, voici notre logo, voici les couleurs, exactement les couleurs précises de notre logo, puis on peut pas les changer. C'est ça qui est ça, vous vivez avec si on veut l'avoir. Mais je regardais, puis il n'y a pas chez les Leafs, il y a d'autres équipes qui ont réussi à bien intégrer ou à faire changer peut-être la compagnie de couleurs en mettant ça juste blanc ou juste noir. Mais ça s'intègre beaucoup mieux, là. Je regardais justement les Pingouins, je crois, au Vegas, qui ont réussi à bien faire ça. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Les Canadiens de Montréal, selon moi, ont peut-être raté leur coup un peu avec RBC. C'est fait à noter intéressant. Je sais pas si c'est confirmé pour toutes les équipes, mais je sais que pour le Canadien, comme je dis, je sais pas si ça va être pour les Sénateurs, quand ils vont avoir un commanditaire. Quand tu t'en vas au magasin officiel du Canadien de Montréal, tu vas aller t'acheter un chandail. Le chandail vient pas avec la patch, bien entendu. Par contre, ce qu'ils vont t'offrir, eux autres, c'est si tu prends la patch, mais ils vont t'enlever en fait un pourcentage du chandail pour faire ça comme un don. Dire que tu fais un don. Donc, ils veulent essayer de te vendre le plus possible la patch sur ton chandail que tu vas acheter. Oh! Alors, tu fais un don à qui, là? Sûrement à la fondation ouais. enfance ou peu importe là, dans ce cas-ci, mais eux autres veulent essayer que tu prennes le plus possible le chandail. Fait que dans le fond, c'est que tu payes le même prix, mais sauf qu'au lieu que tu payes 250$ au Canadien de Montréal, mais tu payes 250$, puis une partie de ce montant-là qui s'en va à une fondation à la place. Donc, ils veulent que tu prennes le logo. Donc, ça vient aussi dans l'entente, sûrement commanditaire. C'est le cas pour le Canadien. Impressions continuent. Mais ces marques-là, c'est c'est ça qu'ils veulent, ces marques-là. Puis, le mot, je pense que JP a utilisé est très bon, c'est un écusson. Le Canadien RBC, c'est vraiment un écusson par-dessus, là. C'est pas comme Milk où est-ce qu'on dirait que c'est intégré avec les Maple Leafs. Le Canadien, c'est vraiment comme si c'était un écusson qui se rajoutait, comme quand on était dans notre équipe de hockey mineur, puis on essayait de rajouter quelque chose par-dessus, c'était pas trop clean, comme on peut dire, en bon français. Je suis pas trop sûr de ça, mais c'est pas prêt à disparaître. Les Maple Leafs, il faut leur donner ça l'année passée avec le logo de TikTok sur le casque aussi. C'était quand même impressionnant. Ça se mariait bien. Moi, Marco, je trouve ça un peu étrange ce que tu nous dis sur les Oilers d'Edmonton, considérant que jusqu'à cette année, en fait, ils avaient changé leur chandail à orange. Cette année, ils reviennent à leur bleu original comme Wayne Gretzky portait, etc. Mais
touchez pas notre chandail des Oilers original, mais by the way, ça fait 5 ans qu'on l'utilisait plus, mais c'est un peu étrange. Les Oilers, c'est pas dans la même catégorie que les Canadiens, les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Détroit. Non, mais ça vient dans la catégorie juste après quand même. Tu sais, c'est une des équipes qui a eu les plus grandes dynasties dans la Ligue nationale dans les années 80. Ça fait partie de la 3e expansion de la Ligue. C'est quand même une équipe qui a beaucoup d'histoire. Ils sont capables un peu de se dire non, on veut pas que notre histoire soit entachée. Je trouve ça bien. C'est juste drôle que cette annonce-là, ils l'ont faite. Puis je pense que c'est 2 jours après. Je crois que ils ont fait leur annonce de leur côté. Fait que c'était un timing, encore une fois, qui n'était pas le meilleur. Mais là, si on veut rentrer dans le jeu des relations publiques puis des communications, puis comment Chantal Machabée a fait un bon travail avec les Canadiens, ben, on nomme un capitaine la même journée pour essayer d'adoucir le tout. Mais ça reste que ça n'a pas peut-être bien passé. Les Sens, on va voir ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Si jamais le commanditaire, une grosse compagnie qui veut payer très cher, c'est pas le plus beau, comment est-ce qu'ils vont adoucir tout ça, cette annonce-là? À suivre. Ben, Bet99 l'année passée était vert sur un casque noir. Fait que je tiens pas. Je retiens pas mon souffle, disons. Mais qu'est-ce que vous trouviez beau comme logo sur le chandail des Sénateurs? Tu sais, le nouveau noir. Bonne question. Je connais pas tous les partenaires majeurs des Sens. Si on y va dans l'optique que ça pourrait être un nouveau partenaire. OK. Ben, tu sais, si on y va dans l'optique que ça faudrait que pour qu'ils se fondent bien dans le chandail noir, que le logo soit blanc ou rouge. Je pourrais vivre avec un Canadian Tire. Je pourrais vivre avec un Tim Hortons. Je pourrais vivre avec un Milk. Non. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais tous les logos peuvent vivre en blanc. Ça, c'est facile. C'est sur le chandail blanc le problème. Ça va dépendre si l'entreprise décide de le faire aussi. Sur un chandail blanc, même sur noir, celui-là que j'aimerais beaucoup, ça me rappelle à mes bonnes années de soccer, de foot européen, qui est un des gros commanditaires que tout le monde aimait. C'est Chevrolet, avec le gros signe de Chevrolet, qui est avec Manchester United à l'époque, qui est un des plus beaux chandails, je trouve, de soccer. Je sais pas pourquoi j'aimerais bien voir Chevrolet sur le chandail des Sens. C'est doré blanc aussi. C'est pas le même doré, mais ça reste doré quand même. Fait il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire, je crois, avec ça. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai. Bon, très bien. Est-ce que tu avais d'autres points? Je crois qu'on a fait le tour avec le début de saison qui s'en vient. En parlant justement des nouveautés point de vue commanditaire. Je pense que j'en ai un petit dernier, c'est vrai, à vous mentionner, qui je crois pourrait vous intéresser, puis pourrait intéresser beaucoup de fans. Je peux pas tout dévoiler parce que je vais quand même briser un scoop, mais il va y avoir un commanditaire très intéressant qui va avoir son kiosque au niveau 100 cette année au Sens. Ça n'a pas encore été annoncé, mais que ça va être en lien avec les cartes de hockey. Il va y avoir des cartes de hockey exclusives pour être partagées avec les fans de cette heure-là. Donc, il va y avoir un petit kiosque au niveau 100 au Sénateur à surveiller en début de saison. Oh, ben, parfait. On se rejoint au niveau 100, tout le monde. Là, tu parles d'un kiosque, là. Tu parles pas d'une section comme la section Bell. Là. Non, un petit kiosque là, qui va être, je sais pas exactement où, là, mais qui va être, oui, en fait, il va être pas trop loin du Sens Store actuellement. OK. On regarde à surveiller. Marco, toujours un plaisir. Le plaisir est partagé, messieurs. J'ai bien hâte de pouvoir qu'on se rejase en fait cette année. Je crois qu'on va avoir beaucoup de points à discuter, surtout si l'équipe va bien, répond aux attentes. Les attentes en ce moment sont bonnes, je veux pas, pour la première fois qu'on peut s'en faire. On va voir où est-ce que l'équipe va aller, mais je crois qu'on va avoir des sujets intéressants à discuter. Au pire, une petite apparition rapide, qu'on va avoir le logo sur le chandail de confirmer, voir ce qu'on en pense. Oui. Puis, juste en terminant, on parle que l'équipe va bien, puis personnellement, juste la brigade sur les médias sociaux, sur le compte Twitter, par exemple, je pense que depuis un mois et demi, on s'est fait à peu près 250 nouveaux abonnés, majoritairement francophones. Fait que moi, ça me dit, si 3 gars dans leur sous-sol qui font un podcast sur les Sénateurs d'Ottawa, qui font un peu d'effort à se faire connaître sur les médias sociaux, sont capables de ramasser du monde de même, qu'est-ce que les Sénateurs d'Ottawa pourraient faire s'ils mettaient la peine et l'énergie dans le marché francophone? C'est si bien dit. On va s'en venir. Les gars, on y croit. Comme je dis, ça prend juste un peu
peu plus d'efforts, un francophile qui vient à la tête d'un gros département chez les Sens. Pas obligé d'être un francophone, comme je dis, un francophile, un amoureux de la langue française, quelqu'un qui comprend sinon l'énergie, l'intensité du peuple francophone, puis tout va changer à partir de là. Ils ont juste à nous engager. Hein. Ben, c'est... Merci, Marco. Ça me fait plaisir, boys. Bonne saison à vous. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. On vous rappelle que tous les matchs de la saison régulière des Sens sont disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse.